Et bonjour petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle session de lecture, toujours sur l'ouvrage de Irénée, Hilaria, récit intime pour un féminisme révolutionnaire. On est juste après la précédente lecture, la précédente VOD. On s'est arrêté sur un coupure dans le texte, donc on est reparti. Si dans le présent essai, je compte revenir en détail sur quelques-uns des concepts structurant mon féminisme. L'histoire des La Huerta Rezola, fil rouge du texte, prend ici toute son importance. L'histoire, elle est faite d'histoire. Et le fait de revenir sur la mienne, de lui redonner un sens et un contexte politique, de raconter d'où je viens pour expliquer où je vais, est éminemment politique. Le travail des femmes entre mythe et instrumentalisation. Il y a environ 60 ans de cela, un mythe est né. Le travail comme principale source d'émancipation des femmes. Encore aujourd'hui, nombreux et nombreuses sont celles qui associent travail et libération. Cette idée, principalement véhiculée par des féministes blanches, de classe moyenne ou supérieure, a pourtant fait l'objet de vives critiques dès ses débuts, critiques exprimées par des militantes racisées et issues des classes pauvres et travailleuses. C'est notamment le cas de la militante afro-féministe états-unienne, Bell Hooks. J'ai été l'une des plus sévères critiques de l'idée répandue par les penseuses féministes réformistes au début du mouvement, selon laquelle le travail libérait les femmes de la domination masculine. Il y a plus de 10 ans, j'ai écrit dans De la marge au centre, théorie féministe. En mettant l'accent sur l'idée que le travail est la clé de la libération des femmes, de nombreuses militantes féministes blanches ont insinué que les femmes qui travaillaient étaient déjà libérées. Elles disaient en réalité, à la majorité des travailleuses, le mouvement féministe, c'est pas pour vous. Et surtout, je savais d'expérience que le fait de travailler pour un faible salaire ne libère pas les femmes pauvres et ouvrières de la domination masculine. Surprise, mais en fait non. Pas surprise. Genre vraiment, comme toujours, si votre combat contre les oppressions passe par le travaillisme, etc., c'est que généralement vous mettez toujours les mêmes sous le bus. Parce que travailler pour travailler, en fait, c'est pas une fin en soi. Ça sera jamais l'émancipation. Vous savez, cette fameuse maxime qu'on a que trop entendue, le travail, c'est la santé, le travail, c'est l'épanouissement, etc. C'est faux. C'est du foutage de gueule. Genre vraiment, c'est éclaté au sol. C'est pas vrai. Déjà parce que ne serait-ce que de manière très 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 basique, toutes les personnes qui sont non valides, du coup, c'est fini. Voilà, bisous. Dès le début. Et surtout derrière, c'est oublier les conditions matérielles en fait de vie. Le fait qu'on est dans des sociétés qui sont oppressives, et comme le montre très bien pour l'instant le texte, en fait si t'es pauvre, tu es payé avec un lance-pierre, et ok tu travailles, mais en fait t'es pas émancipé, puis en fait tu n'es pas en train de t'épanouir, et puis en fait t'es juste complètement exploité, et t'es toujours dans les systèmes de domination, que ce soit le système de domination patriarcal, sur le système de domination discriminant, etc., etc. En fait, ça ne disparaît pas comme par magie juste parce que tu travailles et que tu touches un SMIC. Et non, ça marche pas comme ça. Dommage, tristesse et déception. Enfin, il paraît que c'est le féminisme qu'il faut défendre et qui met en avant des femmes patronnes ou des politiques qui sont de droite. C'est les fameux mouvements un petit peu très réactionnaires. Où, par exemple, on va vous dire « Ah, vous avez vu, c'est trop bien, la politique évolue puisqu'on a Marine Le Pen !» Ouais, les fascistes. Ouais, mais elle est conservatrice. Ouais, mais en fait, elle est juste raciste, elle est validiste, et elle est à plus d'un niveau sexiste aussi. Donc en fait, c'est pas une avancée. C'est pas bien. Genre vraiment, non, on fait pas ça en fait. Ah là là, bref, anyway. Je reprends. Selon ce mythe, les femmes n'auraient donc jamais travaillé avant de devoir remplacer dans les usines les hommes partis sur le front de la Première Guerre mondiale. Leur supposé passage derrière les machines est ainsi souvent perçu comme une libération. Cette affirmation est pourtant, et de toute évidence, fausse. Il est vrai qu'une partie des femmes est entrée de manière exponentielle dans le travail salarié avec le début de la guerre. Ce n'est point le cas de la grande majorité d'entre elles. Et même là-dessus, je reviendrai sur un autre point. Le travail salarié n'est pas la seule forme de travail. Les femmes, dans un système patriarcal comme le nôtre, qui est quand même pérenne depuis longtemps, elles font du travail. Elles font du travail domestique. Ça a notamment été dit tout à l'heure avec justement le récit intime de famille.
le travail domestique, le travail de faire tourner le ménage, de faire à manger, la cuisine, éduquer, etc., etc. Bref, s'occuper de la vie de tous les jours, c'est du travail en fait. C'est du travail domestique que les femmes font en très grande majorité et pour pas un copec, pour rien du tout. Rien. The Bee. Pourtant, il est quand même fait. C'est qui éduque les garçons et qui font en sorte qu'ils se baladent pas le sgégalère en étant sales comme Jaja, hein? C'est pas les pères, hein? Généralement, ils en ont rien à foutre, hein? Et je vous le dis notamment parce que j'ai bien vu par quoi moi je suis grandi, hein? C'est ma mère qui a arrêté de travailler, c'est ma mère qui est devenue mère au foyer. C'est ma mère qui s'est occupée de moi et de ma sœur pendant des années et des années et des années. Pas mon père. Et ça, c'est qu'un cas qui est que trop parlant et qui est que trop partagé par une énorme quantité de personnes, hein. C'est la femme qui s'occupe en fait des enfants. C'est pas le mec. Jamais. Presque jamais. Donc ça déjà c'est un travail. Et du coup c'est un travail qui émancipe. J'ai pas l'impression. Pas pourquoi hein, mais j'ai légèrement l'impression que ça émancipe pas du tout. Bizarre hein, bizarre. Bref, anyway, je reprends. Michel Perrault, pionnière de l'histoire du genre en France, le rappelle. Les femmes ont toujours travaillé. La valorisation abusive mais signifiante du travail productif du 19e siècle a érigé en seules travailleuses les salariés et relégué dans l'ombre de l'auxiliariat conjugal boutiquière et paysanne, dite plus tard aide familiale, et plus encore les ménagères, ces femmes majoritaires et majeures sans lesquelles la société industrielle n'aurait pas pu se développer. La séparation croissante entre lieu de travail et domicile privé, consécutive à la régression du travail domestique, à la concentration industrielle, a fait du travail ménager une spécialité économiquement dévaluée, parce que non quantifiable. Un travail sale que les bourgeois confient à leurs bonnes, et du foyer, l'endroit de la consommation et de la dépense. Vision dichotomique beaucoup trop simple qui conduit à occulter le problème de la reproduction et de l'entretien de la force de travail, et à nier l'immense travail non payé des femmes au foyer. Comme quoi... Voilà, comme quoi... Ça sort pas de mon crâne comme ça par magie, hein, et non. Non, mon père, il repassait ses chemises, c'était équilibré. Quel enfer. Quel enfer. Sachez que, premier degré, j'ai déjà vu des gens sortir ça. Hein. Entre autres. Hein. Vraiment. Hein. C'est... Voilà. J'avais mon voisin, notamment à l'époque, qui mettait en avant que c'était équilibré dans son foyer, parce que tu comprends, le week-end, c'est lui qui fait le bricolage. Voilà. Donc c'est équilibré. Et je te dis, ouais, t'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas compris. Clairement, t'as pas compris. Passe à côté du point. Genre fort. Anyway. Je reprends. Non seulement les femmes, à l'exception de celles des classes aisées, ont toujours travaillé, que ce soit dans les champs, dans le foyer ou plus tard dans les usines, les bureaux, mais elles furent de surcroît les principales actrices de l'industrialisation. Il va sans dire que cette dernière a reposé en grande partie sur le secteur textile. Or, avant la construction d'usines géantes et l'apparition de machines permettant de mécaniser le travail, il y a eu ce que l'historien Franklin Mendels a appelé la proto-industrie. Si son travail était basé sur des études menées dans les Flandres, ses conclusions et ses concepts peuvent tout à fait s'appliquer ailleurs. Au XVIIIe siècle, la France est une France rurale. La grande majorité des gens vivaient à la campagne, et c'est d'ailleurs là le cas jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Durant cette période, des familles vivant dans ces zones ont progressivement commencé, partiellement ou totalement, à quitter le travail de la terre, afin de se consacrer à un autre métier. Parfois, cela n'était le cas que pendant les mortes saisons agricoles, mais peu à peu, c'est devenu l'activité principale pour certaines familles. C'est à ceci que l'on nomme le travail proto-industriel. Dans le cas du textile, les ouvriers et les ouvrières travaillaient depuis leur foyer. Les hommes faisaient le tissage pendant que les femmes s'occupaient du filage. Or, pour le travail d'un tisseur, le travail de 6 à 10 fileuses était requis. Dans le textile, les ouvrières étaient donc plus nombreuses que les ouvriers. Le produit fini était ensuite rendu aux marchands, fabricants, ayant fourni la matière qui s'occupait par la suite de commercialiser le produit. Avec la démultiplication des machines au XIXe siècle, les hommes ont progressivement repris dans les usines les métiers traditionnellement féminins comme le filage, qui fait l'objet de bon nombre d'innovations techniques et d'une progressive mécanisation. On assiste alors à un transfert de la main-d'œuvre et une division sexuelle du travail de plus en plus marquée. Les hommes ont commencé à s'occuper du filage dans les usines pendant que les femmes ont adopté la tâche du tissage à domicile.
Lorsque l'on dit que les femmes ont toujours travaillé, et que c'est notamment à l'intérieur du foyer, il ne faut pas uniquement penser au travail domestique. Les femmes ont également travaillé dans le foyer en tant qu'ouvrières pour la production capitaliste. Mais au-delà de ça, les femmes ont bel et bien été engagées dans les usines, dès la construction de celles-ci. En témoigne par exemple l'histoire de Lucie Beau, racontée par Michel Perrault dans son livre Mélancolie ouvrière, Paris, Seuil, 2014. Au tournant des années 1900, Eulalia Abeitoua a capturé les visages de celles qu'on a toujours refusé de voir, les femmes travailleuses. Femme basque, issue d'une famille aisée, elle passe quelque temps à Liverpool. Dans l'effervescence de la ville, Eulalia découvre la photographie, mais également le mouvement féministe naissant. De retour au Pays Basque, elle s'installe un atelier de photographie dans sa demeure familiale et elle dédie sa vie à cette pratique. Alors qu'elle devenait la première photographe basque, Eulalia va encore prendre quelques pas d'avance sur son siècle. Abandonnant pratiquement les hommes et sa classe sociale, ce sont les femmes du peuple, les femmes basques travailleuses, qui seront ses modèles de prédilection. Laboureuses, travaillant la terre, fileuses, exerçant à domicile, femmes transportant l'eau ou le poisson, elles, toutes illustreront l'œuvre singulière de Lalla et Betua. Loin de les représenter avec un regard méprisant ou empli de pitié, la photographe rend à toutes ces femmes leur dignité, leur tête haute, leur regard fier, sont caractéristiques des femmes de Mitiera. En les photographiant au milieu de leurs tâches, en documentant leur quotidien, Eulalia Abeitoua donne à ces femmes le droit d'exister, en immortalisant le passage sur terre de celles à qui tout est refusé. Voilà. Vous savez pourquoi mon oncle repassait ses chemises lui-même? Accrochez-vous, parce que la première fois que ma tante l'a fait pour lui, c'est pas comme sa mère. Au moins, il avait ses chemises, cette espèce de grosse merde. Bien. Un début. Ma mère travaillait à la maison, mais sur du contrôle qualité de circuit imprimé. Donc ouais, focaliser sur le travail domestique risque d'essentialiser complètement. Et c'est vrai que c'est une erreur que j'ai faite. J'ai personnellement pas spécialement mis en avant le travail, on va dire salarié, le travail rémunéré, le travail qui est fait au sein du foyer, mais qui n'est pas du travail domestique. C'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé. Dans ma tête, c'était dedans, mais je l'ai pas dit. Et c'est un problème. Encore une fois, tu as raison de le mettre en avant. Parfaitement raison. Je reprends. Le mythe de la libération des femmes par le travail non seulement ne nous a jamais aidés, mais il nous a en plus encouragés à remercier le capital de nous oppresser sans intermédiaire. Car Zetkin l'expliquait très bien. Pour le moment, cette indépendance profite moins aux femmes qu'aux capitalistes. Parce qu'il détenait le monopole des moyens de production, celui-ci s'est emparé de ce nouveau facteur économique et l'a utilisé à son avantage exclusif. Libérées de leur dépendance économique vis-à-vis des hommes, les femmes sont passées sous la domination économique du capitaliste. D'esclaves de leur mari, elles sont devenues esclaves de leur employeur. Elles n'ont fait que changer de maître. Et même en général, le sont des deux, en vrai. On connaît que trop. Dans La peau dure, Le Bouscat, Finitude, 2017, un roman de Raymond Guérin, publié en 1948, Jacotte, une des 3 héroïnes, témoigne du rapport qu'elle entretient avec son travail à l'usine. Bien que fictif, ce témoignage a le mérite de faire entendre à travers la littérature la voix de celle qu'on n'entendait pas, qu'on n'écoutait pas. Dire que j'ai fait 3 ans d'apprentissage pour être culottière et que maintenant je passe mes journées à raison de 8 heures par jour à ne pas faire autre chose, à ne jamais faire autre chose que des pâtes de braguette. C'est bien la peine. Une pâte en 3 minutes. Ça faisait 20 pâtes à l'heure. Ainsi, il me passait 160 pâtes entre les mains dans la journée. Et je pouvais pas dire que j'avais fait un seul pantalon. J'en étais tout abruti. Je finissais par coudre machinalement, sans aucun goût pour ce que je faisais. Et pourtant, c'était un métier que j'avais aimé quand on m'apprenait à faire un pantalon du début à la fin, à le tailler, à l'ajuster, à le coudre, à le finir. Mais être condamné ainsi à ne plus faire que des pâtes, non. Il y avait de quoi devenir folle. Je veux bien croire que le système avait du bon pour le patron. Il devait s'y retrouver à la fin de la journée. Mais pour nous, les ouvrières, c'était vraiment la fin de tout. On sortait de là comme si on nous avait fichu des coups de marteau sur la tête. On n'avait plus goût à rien. On ne savait même plus parler. On était comme hébétés. Et effectivement, ça, donc, c'est un témoignage qui est fictif, puisque issu de la littérature, qui du coup est un roman, là. Mais néanmoins, on sait que ça, c'est typiquement des discours d'aliénation au travail. On le sait très bien que le Fordisme, c'est ce que ça a créé. Travail à la chaîne, où vous ne faites qu'une même et unique tâche, toujours la même et unique tâche, tout le temps, constamment, toutes les heures, tous les jours.
On sait que ça produit typiquement ce genre d'éléments-là, et pas que des éléments de discours comme ça, hein. Ça entraîne aussi derrière des problèmes de santé. Vous avez des maladies qui se développent parce que justement c'est toujours les mêmes muscles et toujours les mêmes choses qui sont sollicitées chez vous par le travail, et que ça pose énormément de problèmes de santé, vraiment beaucoup. Typiquement, hein, je peux penser, parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans les métiers aussi aujourd'hui, hein, même si c'est pas forcément pile poil du Fordisme tel que développé à l'époque, le métier à la caisse. Un des problèmes qu'il y a de manière très récurrente, et je suis malheureusement que trop bien placé pour vous en parler, puisque encore une fois, en tant que psychologue social du travail des organisations, je suis notamment passé dans des entreprises pour contrôler ce genre de choses, pour améliorer les conditions de travail. Le métier à la caisse, c'est toujours les mêmes gestes. Et même généralement, c'est toujours les mêmes postures, parce que c'est toujours la même caisse où vous êtes. Alors ça commence à bouger un petit peu, mais c'est pas en mieux, du coup. Ce qui fait que vous avez typiquement des mouvements qui sont répétés, qui vont entraîner des problèmes de santé, comme des calcifications, etc., qui vont faire en gros que votre bras va être de plus en plus douloureux, va être de plus en plus difficile à manier, etc., parce qu'en fait, toujours le même geste. Une des réponses incroyables du capitalisme, vous allez voir, c'est vraiment incroyable, c'est pas d'améliorer les conditions de travail, c'est pas d'améliorer le poste de travail, c'est de vous faire alterner entre une caisse où c'est le bras gauche qui est majoritairement sollicité, avec une caisse où c'est le bras droit qui est majoritairement sollicité. Voilà. L'incroyable réponse du capitalisme, c'est en fait, on va diluer le problème sur les deux côtés. Ouais. Du coup, maintenant, à la fin de votre vie de caissier-caissière, plutôt qu'avoir un seul bras et un seul côté qui est détruit par le travail que vous avez fait toute une vie, ça sera les deux côtés. C'est cool. Voilà, c'est niquer de manière équilibrée ton corps. Franchement, c'est trop sympa. Parce que, évidemment, la logique qu'il y a derrière, c'est que tu vas user, par exemple, le côté gauche moins vite. Si tu n'avais que le côté gauche qui était sollicité tout le temps, il s'userait plus vite. Donc là, du coup, on va user les deux côtés, mais plus lentement, puisqu'on te fait alterner un jour sur deux, ou une matinée par rapport à l'après-midi, une caisse à gauche, une caisse à droite. Mais dans tous les cas, on t'use, en fait. Parce que la réponse apportée par le capitalisme, c'est pas du tout venez, on va améliorer les conditions de travail, c'est juste on va vous faire durer plus longtemps. Et oui. Voilà. J'aurais dû parier, des caisses symétriques. Et aussi parce qu'il y a une collègue juste derrière toi, et du coup, c'est pas la solitude. Oui, ça fait typiquement partie des choses aussi qui ont été ajoutées. Autre exemple, la bonne posture pour soulever des charges, t'as le choix entre niquer les genoux ou le dos. Oui, voilà, ça aussi, effectivement. Ça, c'est ce qu'on me dit dans les MP, et c'est vrai. Typiquement, moi, quand j'ai travaillé dans des stockages, et que du coup, tu vois qu'il y a des postures qui sont effroyables où les gens se défoncent le dos, les recommandations incroyables, c'est plutôt que défoncer le dos, tu vas plier tes genoux. Donc en fait, c'est tes genoux qui vont prendre. Par contre, améliorer l'outillage, améliorer en fait les postures, ne pas améliorer les postures, mais améliorer en fait finalement les outils pour éviter que ce soit des postures de gérer le problème, ça n'existe pas. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui est, à part dans la tête des patrons, quelque chose d'inexistant. Parce que typiquement, une réponse pour éviter les problèmes qu'il y a avec les fameuses postures, que ce soit les postures sur les genoux, les postures sur le dos, etc. Dans les deux cas, vous usez le corps, qu'on soit d'accord. Pas de la même manière, pas la même vitesse, mais vous usez le corps quand même. Typiquement, une des réponses dans notre, on va dire, grand niveau technologique actuel, c'est une réponse éclatée au sol qu'a donné un patron, mais qui n'est jamais appliquée. On développe des exosquelettes. Typiquement, ça peut être une réponse adaptée, qui va permettre de ne pas solliciter le corps. Alors, en soi, ça peut introduire d'autres problèmes, qu'on soit d'accord. Je dis pas que les exosquelettes, c'est la réponse. Mais ça, typiquement, ça serait une des réponses plus adaptées que juste te faire jouer avec une autre partie de ton corps, en fait. Parce qu'encore une fois, dans tous les cas, tu vas user ton corps, et puis basta. Là, en rajoutant des outils, comme par exemple un exosquelette, tu peux justement aller sur quelque chose qui va vraiment avoir une amélioration des conditions de travail. Sauf que les exosquelettes en entreprise, c'est quelque chose qui n'existe pas. Qu'on soit d'accord, ça n'existe pas. À part 3 boîtes où il y a un exosquelette qui se bat en duel, histoire de faire un peu de com dessus, c'est quelque chose qui n'est pas présent. Ça n'existe absolument pas dans la très grande majorité des cas de ce que connaissent les travailleuses en poste. C'est un truc qui n'existe juste pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y avait ce fameux politique qu'il avait ouvert en disant « Ah, mais aujourd'hui, la pénibilité du travail, c'est faux parce qu'on a des exosquelettes », avait autant fait réagir, c'est pas sans raison. Tout le monde lui avait pissé dessus parce que justement, c'est un truc qui juste n'existe pas, n'a aucune cohérence. Enfin, vraiment, lol, quoi. Et effectivement, une autre possibilité, c'est acheter des Fenwick, acheter, de manière générale, de l'équipement, changer, en fait, comment est-ce que tu ranges ton entrepôt, etc. Sauf que
Le problème, c'est que si tu veux améliorer les conditions de travail pour que tu n'aies plus des gens qui se baissent, etc. Donc non seulement ça te demande d'investir dans du matos, mais ça te demande par exemple de perdre du terrain. Parce que typiquement dans un stockage, potentiellement pour réduire le fait de devoir te pencher, etc., bah, ça va peut-être demander du coup de ne pas avoir à stocker des choses au niveau du sol. Et donc du coup de perdre des espaces de rangement. Ça aussi, ça peut pas s'entendre. Ça, je vous le dis, dans des entreprises capitalistes, ça ne peut pas s'entendre. C'est juste pas un truc qui existe. Remplacer l'équipement quand il est usé aussi. Oui, mais ça, c'est qu'une chose parmi tant d'autres. Je pense encore à un autre truc, une entreprise où je suis passé. Il faut savoir que dans les rayons, quand vous êtes dans des magasins de vente alimentaires et non alimentaires, vous avez une obligation sur la taille de l'allée. Pourquoi vous avez une obligation sur la taille de l'allée? Parce que vous devez avoir une taille minimum pour pouvoir faire passer les outils, les Fenwick, les échelles, etc., qui permettent d'accéder aux rayons, à la hauteur des rayons, etc. Et en fait, il faut savoir que, comme beaucoup d'autres choses dans le monde du travail, ça n'est pas respecté. Et ça n'est pas respecté pour une raison très simple. Une entreprise qui ne respecte pas la taille de ses allées, qui du coup ont fait des allées plus petites, plus étroites, qui permet du coup d'avoir de plus d'étals, et donc du coup d'avoir plus de produits partout, etc. Hein. Voilà, c'est ça la logique capitaliste qui était derrière. En fait, il y a juste à payer une amende. Il y a juste à payer une amende pour ne pas respecter ça. Sauf que rendez-vous compte que si du coup vos allées sont plus étroites, vous ne pouvez pas faire passer le matériel qui est prévu. Vous ne pouvez pas faire passer, par exemple, les chariots élévateurs, parce qu'il n'y a pas la taille. Vous ne pouvez pas faire passer, par exemple, les échelles, parce que ce n'est pas juste des échelles toutes simples. Ce sont des échelles avec des pieds inclinés, spécifiquement pensés pour justement en fait, empêcher les problèmes de santé et améliorer les conditions de travail. Donc du coup, il y a des roues sur ces échelles, etc. Enfin, il y a plein de trucs. C'est pas juste des échelles que vous pouvez acheter où il y a juste 2 grands barreaux et puis basta, quoi. Vous voyez, non, c'est généralement des échelles avec 4 pieds, etc. Des roulettes un peu larges. On ait la place de pouvoir passer, notamment en tenant des choses, etc. Enfin bref. Encore une fois, tout ça, ça n'est pas possible juste parce que les tailles sont trop réduites des allées. Et encore une fois, l'entreprise, la seule chose qu'elle paye, c'est une amende qui est négligeable. Sauf que derrière, ce sont les travailleuses qui prennent plein les dents. Mais vraiment, vraiment plein les dents. Et là, on peut rajouter encore le summum du foutage de gueule. Il y a une entreprise en particulier où j'ai travaillé, qui faisait donc de la grande distribution non alimentaire, où donc il y avait ce problème-là, les allées trop petites. Et donc, l'entreprise payait les amendes et ça lui allait très 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 bien. Il y avait des travailleuses qui étaient en train de taffer à essayer de mettre des choses tout en haut d'un des rangements, parce que voilà, c'est là où le patron avait demandé à ce que certaines choses soient mises en rayon, qui étaient des choses relativement lourdes en plus au passage, parce que c'était de l'outillage, etc. Et il y avait des gens, des clients, qui avaient dit, mais pourquoi est-ce qu'en fait il n'y a pas d'échelle? Pourquoi est-ce que là les personnes qui travaillent, elles sont en train de galérer leur race et que c'est pas ok? Et notamment qui avait pris à partie le patron qui passait dans les allées à ce moment-là. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh ben le patron, droit dans les yeux des clients et juste à côté des travailleuses, il a sorti moi je leur ai acheté de l'équipement, mais elles font pas l'effort de l'utiliser. Vous savez, moi je peux mettre que les outils, hein. Après c'est à eux de l'utiliser, mais ils trouvent que c'est plus rapide comme ça. Et il est parti. Tout fier de lui. Parce que le problème, c'est pas lui, vous comprenez, c'est les travailleuses. Sauf que du coup, on reprend la question du base, mais comment est-ce qu'elles font pour faire passer du coup le fameux matos, qui d'ailleurs n'était pas vraiment très très bien en passage, dans des allées qui sont trop petites en fait pour le faire passer? Elles font comment? Parce que moi je suis curiosité, hein, vraiment. Hein. D'ailleurs, ça a été dans mon rapport que je lui ai mis à la fin de mes 4 mois de présence dans son entreprise. Et si vous voulez tout savoir, sachez qu'après ce gros rapport, j'ai reçu un appel de sa part où il m'a insulté, où il m'a pourri, où il m'a dit que je comprenais absolument pas la situation de travail, que de toute façon j'étais vendu aux travailleuses et que je prenais pour argent comptant ce qu'on me disait, ce qui montrait que vraiment je ne comprenais pas la réalité du travail, la réalité de l'entreprise. Voilà. C'est un appel qui a duré à peu près une demi-heure, 45 minutes à me faire pourrir, hein. Je tiens à vous le préciser. Ça montre le gros niveau des patronats, hein. Vraiment, voilà. Hein. Bonjour Barbara, au passage, j'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible, cette belle journée. C'est pas la taille qui compte, sauf pour les allées, n'est-ce pas? Laisser les gens s'organiser eux-mêmes leur poste de travail, ça serait pas mal, ouais, en général, c'est pas trop mal. Moi, il faut savoir que typiquement, quand je vais en entreprise, c'est un truc qui fait vraiment péter un câble à la direction en général. La première chose que je dis à la direction, et généralement vraiment, hein, ça fait suer des gens,
c'est la personne la plus experte des conditions de travail d'un poste, c'est la personne qui fait le poste. Et ça, rien que ça fait vraiment, vraiment beaucoup de mal au patronat. Parce que le patronat, très, très, très largement, quand j'allais en entreprise, ils avaient toujours le même rapport avec moi, c'était de me dire, en fait, les travailleuses ne comprennent pas. Nous, on est obligés d'optimiser parce qu'elles ne font pas assez d'efforts, elles ne comprennent pas la réalité du terrain, etc. Et elles ne comprennent pas, elles font mal leur poste, etc. Venant du coup de gens qui n'ont jamais fait ces postes de travail, qui ne comprennent pas ces postes de travail. Et du coup, moi, à chaque fois, venir leur dire droit dans les yeux, en fait, la seule personne qui connaît le poste de travail, c'est la personne qui fait le travail, donc c'est pas toi. Ah, ça leur mettait un somme monumental. Vraiment, ça leur mettait un somme monumental. C'était incroyable. Enfin, pas de surprise, on va dire. Watch me argumenter 1 an face à des gens qui connaissent même pas mon métier. Bah, bien sûr. Bien sûr. Et c'est systématiquement ça. Hein. C'est vraiment un truc qui est systématiquement comme ça. Hein. C'est usant à force. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai fait un burn-out assez vénère du coup. Hein. Voilà. Hein. 1 an, 3 ou 4 en vrai, ça m'étonne pas. Parce que de toute façon, quand c'est pas toi, c'est d'autres qui le font. C'est ça le truc en fait, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est genre hors du commun. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Des gros câlins à toi, Barbara. J'espère que ça va aller, que tu vas te sentir un peu mieux avec nous. Actuellement, on est sur une lecture, du coup, une lecture de sciences humaines et sociales. On est en train de lire le livre de Irénée, Hilaria, récit intime pour un féminisme révolutionnaire, et c'est pas mal. Voilà, en toute franchise, c'est pas mal. Surtout avoir fait des lectures pas très très bien ces derniers temps. Là, tomber sur des vraies lectures anarchistes, féministes, radicales, ça fait du bien. Je vous avoue que ça fait du bien quand même. Hein. Allez, je reprends la lecture. Le capitalisme contre les femmes, travail salarié, travail reproductif. Ne pas revendiquer une position clairement anticapitaliste lorsqu'on est féministe, c'est soit ne pas voir en quoi le capitalisme est à part entière responsable de l'oppression des femmes, des minorités de genre, des personnes racisées, soit opter sciemment pour le camp des oppresseurs au détriment des personnes opprimées. Le capitalisme oppresse les personnes sexisées, soit directement lors du rapport patronat-salarié, soit indirectement par le biais du travail reproductif. Si le travail salarié oppresse toutes et tous les travailleuses, c'est davantage le cas pour les personnes sexisées, n'en déplaise aux camarades masculins, adeptes de la lutte de classe avant les autres. Oh, le petit tir! Oh, le petit tir! Oh, c'est très bien ça! C'est très très bien. Non mais voilà, typiquement, c'est pour ça que j'aime bien ce texte. Le scud, il est là. Allez, tu le prends, tu le manges, et puis tu le savoures avec ton seum. Hein. Merci. C'est parfait, c'est parfait. Rien à redire. C'est très très bien. Hein. Bon, vous savez qu'ici, on n'est pas très très fan hein, de tout ce qui est les Jean-Michel. Ah oui, mais moi d'abord. Hein. Oui, toi d'abord, ferme ta gueule. Hein. Voilà, hein, flemme. Hein. Donc très bien, très très bien, le texte est parfait. Rien à redire sur le texte, c'est parfait. N'oubliez pas que vous avez le droit de refuser les ordres dans l'application, vous mettrez en danger les gens, c'est vrai. Après, moi, comme je le dirais très 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 souvent, entre le droit et la possibilité, il y a un monde. Parce que on vit dans des situations qui sont oppressives, qui sont exploitantes, et en fait, c'est pas parce que factuellement tu as le droit que tu n'auras pas de conséquences. Et du coup, c'est un peu trop simple à mon goût de juste dire « vous avez le droit de refuser ». Parce que dans trop de situations, tu as le droit de refuser et du coup, tu as le droit de te faire virer. Voilà, qu'on soit concrètement d'accord. Parce qu'il y a trop de situations où on est précaire, où en fait, si on la ferme pas, si on l'ouvre, eh ben, notre contrat, il n'est pas reconduit, notre contrat, il s'arrête, on nous fout dehors et c'est nous qui allons manger les conséquences, en fait, encore. Du coup, si vous avez la possibilité de refuser, etc., sans avoir de contraintes derrière qui s'enclenchent, effectivement, n'oubliez pas que factuellement, vous avez le droit de refuser. Mais voilà, toujours essayer de penser au fait que malheureusement, parfois, on ne peut pas refuser. Quand bien même, factuellement dans le droit, on a le droit, hein, ça ne change pas grand-chose aux situations qui sont des situations oppressives. Mais c'est difficile de refuser des ordres, sans oublier que des fois, tu es juste pris dans le truc et tu fais les choses sans capter. Mais ça reste important de le rappeler, sans injonction, quoi. Exactement, voilà, sans injonction. C'est tout à fait le point. Je reprends. Comme le disait Flora Tristan au début du 19e siècle, l'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même.
Au sujet du salariat, le théoricien anarchiste Kropotkin disait déjà dans son ouvrage majeur, La conquête du pain, le trait prédominant, distinctif du système capitaliste actuel, c'est le salariat. Avant d'ajouter plus tard dans le texte, le salariat, il est né de l'appropriation personnelle du sol et des instruments de production par quelques-uns, la condition nécessaire pour le développement de la production capitaliste. Il mourra avec elle. Le capitalisme se base sur la propriété privée des ressources, des moyens de production, de la production elle-même par une minorité, la bourgeoisie. La classe travailleuse, définie comme le prolétariat du 19e siècle, ne possède rien sinon sa force de travail. Elle est alors obligée de la vendre aux bourgeois en échange d'un salaire. Le bourgeois devient alors propriétaire de la production des travailleuses et par conséquent de leur travail. Le salaire versé est toujours extrêmement bas de façon à maintenir ainsi la classe travailleuse dans une situation de dépendance et de subordination vis-à-vis des bourgeois. Les femmes sont salariées, elles perçoivent un salaire inférieur à celui des travailleurs. Tel est le cas depuis le début du salariat et cela persiste encore de nos jours. Cela est dû au fait qu'à l'origine de l'industrie, la famille est la base de la société. Le célibat, et particulièrement le célibat féminin, est inconcevable. Le salaire se pense comme un salaire familial, c'est l'homme du foyer qui en a la charge. Lorsque la femme travaille, son salaire est considéré comme un salaire de complément. À lui seul, il ne peut suffire à alimenter une famille, ni même la femme elle-même. Ce système permet aux capitalistes d'avoir accès à une main-d'œuvre peu chère tout en maintenant les femmes sous la dépendance des hommes et en y ajoutant la dépendance au patron. C'est ce que disait Alexandra Kollontai en 1909 dans Les bases sociales de la question féminine, qui est accessible en ligne. Les conditions et les formes de production ont assujetti les femmes tout au long de l'histoire de l'humanité. Et merci beaucoup pour le follow. Je vais attendre la fin de la synthèse vocale. L'Académie des vieux croutons français, acolyte des illustres fougères, le Lebrun homme. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Je reprends du coup la citation. Les conditions et les formes de production assujettis les femmes tout au long de l'histoire de l'humanité et elles ont progressivement été reléguées dans une position d'oppression et de dépendance dans laquelle elles se trouvent encore pour l'immense majorité. Oula, excusez-moi. Je vais lire ce que tu nous disais, Raving Bell. Oui, puis après, le souci que si c'est des ordres oraux, à moins d'avoir des collègues de confiance qui peuvent témoigner, c'est compliqué à prouver, j'imagine. Complètement. Complètement. C'est pour ça que la situation d'exploitation au travail, elle est vraiment violente à plein de niveaux et que pour moi, juste se contenter de dire ah, alors le cadre légal c'est ça, oui c'est bien de donner des bases, je pense que c'est important de donner des bases. Après, il faut prendre conscience que c'est pas aussi simple que ça. On peut pas juste se contenter de dire parce que légalement tu as tel droit ou pas tel droit, ça ne doit pas être fait. Parce que sinon, à ce compte-là, rendez-vous compte que ce serait vachement simple de gérer tout ce qui est le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, etc. Ce serait vachement simple de gérer tout ce qui est les situations où les gens, en fait, se retrouvent en situation de danger, ont des accidents, meurent du fait du travail, etc. Or, c'est pas le cas. On sait que beaucoup trop facilement, les entreprises passent complètement à travers les mailles du filet et en rigolant, hein. Parce que la majorité du temps, l'entreprise et de manière générale le système bourgeois, le système en fait d'oppression qu'est notre société, permet aux personnes qui sont en situation de pouvoir, aux puissants hein, tout simplement, de pouvoir payer pour pouvoir faire des abus. Hein. C'est toujours pareil, hein, on en a déjà discuté, quand vous avez une amende, si vous ne respectez pas la loi, la seule chose que ça fait, c'est donner un permis d'eux à des personnes qui ont des thunes, aux personnes qui sont en situation de pouvoir. Ça vous permet juste de quantifier que vous pouvez dépasser la loi si vous payez. Et les gens qui ont des thunes, ils payent en fait. Tout simplement, ils payent. Ils peuvent se comporter comme les pires merdes, ils en ont rien à péter, ils ont juste à payer. Et ils ont l'argent pour le faire en fait. Et ils le font. Donc du coup, vraiment, moi j'ai toujours un peu du mal avec l'aspect travailleuse, rendez-vous compte, légalement, vous avez tel droit. Oui, très bien, si on s'arrête à ça, ça va pas assez loin par contre. Pour moi, c'est bien de rappeler les bases parce que c'est une nécessité. Et voilà, je pense que Barbara, elle a rappelé les bases et que c'est important. Et comme elle le dit, en fait, on rapporte les bases. Voilà, on vous redit les bases, mais il n'y a pas d'injonction derrière. Parce qu'encore une fois, d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre, c'est pas si simple que ça. Et malheureusement, des fois, on est obligé de faire. On est obligé de faire un truc qui est pas OK. Et on se met en danger et ainsi de suite. Mais en fait, on n'a pas le choix parce que sinon, les conséquences, c'est nous qui les payons. C'est pas le patron. C'est jamais le patron. Je reprends. Mais au-delà du travail salarié, inscrit dans la chaîne traditionnelle de la production, les personnes sexisées assurent aussi le travail reproductif. Ce concept a été principalement théorisé par des féministes marxistes italiennes des années 70. En se servant du travail de Marx pour nourrir leur féminisme,
elles ont produit une pensée féministe critiquant les écrits de Marx. Pour elles, la classe travailleuse n'est pas seulement constituée des ouvriers, mais elle compte aussi les femmes chargées du travail reproductif. Elles avancent que le travail ménager, l'éducation des enfants, les soins contribuent à la reproduction de la force de travail. Le capitalisme repose entièrement sur lui, mais ne le reconnaît pas comme un travail, de manière à ne pas avoir à le rémunérer. Mais bien avant les années 70, des militantes de plusieurs pays avaient déjà compris l'importance du rôle joué par le travail ménager au sein du système capitaliste, sans forcément en concevoir l'ampleur. Dans une lettre adressée à Karl Kautsky, datée du 22 mars 86, Clara Zetkin exprimait déjà la pesanteur que le travail domestique représentait pour elle, sans pour autant le formuler en concept. Je suis couturière, cuisinière, blanchisseuse, etc. Bref, bonne à tout faire. En plus, il y a les deux petits voyous qui ne me laissent pas une minute de répit. À peine ai-je tenté de me plonger dans l'étude du caractère de Louise Michel qu'il m'a fallu moucher le numéro 1, et à peine m'étais-je assise pour écrire qu'il a fallu donner la béquée au numéro 2, à quoi s'ajoute la misère d'une vie de bohème. Dans un de ses textes, Voltairine de Clercq évoquait également le sujet, en y ajoutant la dimension reproductive et en évoquant la non-reconnaissance de ce travail comme tel. Les femmes, quant à elles, sont présumées être constituées pour assurer les fonctions liées à la reproduction de l'espèce. La recherche de la nourriture se fait loin de la maison, l'éducation des enfants à la maison. Elle affirme donc que si la femme intègre le milieu industriel, elle sera défavorisée par cette différence de capacité. Pourtant, au sein des classes ouvrières, il n'en est pas ainsi. Les femmes travaillent fort pour accomplir les tâches ménagères chez elles, en plus de faire pour d'autres la couture ou leur ménage. Le travail domestique de la femme est aussi celui qui est le plus mal payé au monde, et le mariage n'est pas dans l'intérêt de la femme. Mieux encore, dans son livre dédié à la vie et au combat de Sylvia Pankhurst, Marie-Hélène Dumas raconte comment, au début du XXe siècle, Sylvia Pankhurst a même demandé que les femmes au foyer soient considérées comme partie intégrante de la classe ouvrière. En juin, la gauche britannique, enthousiasmée par le succès de la Révolution de février, se réunit à Leeds. Choisie pour participer au comité exécutif d'éventuels conseils des soldats et des travailleurs, Sylvia Pankhurst refuse. Elle conteste le terme « workmen » retenu dans la proposition, parce qu'il exclut les femmes, et suggère non seulement de le remplacer par « workers », mais d'ajouter aux soldats et travailleurs les femmes au foyer, à qui elles aussi font partie de la classe ouvrière et doivent donc être incluses dans toute organisation se réclamant du socialisme. Et comme d'hab, on met de côté les femmes systématiquement, et les personnes racisées, etc., etc., et les personnes invalides, etc., etc. Systématiquement, en fait, on tombe sur des classes first, ça me tue. Flemme des classes first. Tellement flemme. Pas surprise, du coup, de ce qu'a rencontré Sylvia Pankhurst, mais si dans les mouvements de gauche, la lutte contre le patriarcat est souvent perçue comme secondaire, il y a dans le mouvement féministe toute une branche négligeant la lutte contre le capital, bien que le capitalisme soit inhérent à l'oppression patriarcale contemporaine. Pire, certaines, beaucoup trop, vont jusqu'à défendre le néolibéralisme, et ce sous la prétexte de la libération des femmes pour les empouvoirer et atteindre l'égalité. Mais la seule égalité qui peut être atteinte ainsi, c'est celle des femmes bourgeoises avec les hommes de leur classe. Très bien dit. Vraiment, le texte est très bien. Pour l'instant, c'est un plaisir à lire. Vraiment, c'est très, très propre. C'est très, 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 très bien. Ça pose les choses qu'il faut, où il faut, comme il faut. C'est bien. Il est bien, ce texte. Ça change des fois où on a lu des textes vraiment pas bien ces derniers temps. Très clairement. Je reprends. En finir avec le féminisme libéral. Bien qu'on fasse de jolis t-shirts, le féminisme libéral n'a rien de révolutionnaire. Son objectif... Oh putain, mais même le tir de base, il est incroyable. Pardon, mais j'allais entamer la suite de la lecture, mais je suis obligé de m'arrêter sur le Scud. Le Scud est incroyable. Non mais vraiment, c'est magnifique. Genre dès le premier morceau de texte, parce que là on est sur une nouvelle partie, on a un Scud, mais qui tape tellement juste. Bien qu'on fasse de jolis t-shirts, le féminisme libéral n'a rien de révolutionnaire. Allez, ça c'est fait. Voilà, c'est très bien, très très bien. Je reprends. Son objectif est d'instaurer une parité de genre au sein des structures de pouvoir. Des femmes PDG, des femmes présidentes. La quête de pouvoir des féministes libérales les conduit à encenser l'ascension de femmes aux valeurs plus que douteuses, comme ce fut le cas lorsque Kamala Harris fut nommée vice-présidente des États-Unis,
ou comme lorsque Marta Ortega, fille d'Omancio Ortega, a repris la direction d'Inditex, l'empire dont elle a hérité. Je ne vois pas en quoi le fait qu'une femme soit nommée à la tête d'une multinationale, réalisant plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, extrêmement polluante, dans des conditions de travail esclavagistes, participant au génocide des Ouïghours, pourrait nous bénéficier. Plus récemment, le 6 décembre 2021, suite à l'annonce de l'investiture de Valérie Pécresse pour les élections présidentielles, l'économiste et politicienne Sandrine Rousseau, membre du parti Europe Écologie Les Verts, publié sur Twitter « C'est temps où des digues et des plafonds de verre sautent enfin. Bravo pour votre victoire, Valérie Pécresse. Oui, bataille politique il y aura sur le plan des idées, trop éloignées, opposées même, mais respect pour votre parcours. » Waouh. C'est vrai qu'elle avait fait ça, j'avais oublié. Ah ouais, hein, Sandrine Rousseau, toujours au top pour être à côté de la plaque, hein, quand même. C'est triste. Triste. C'est pas très étonnant vu de quelqu'un qui provient de Europe Écologie Les Verts, hein, parce que bon, on est quand même sur des gros class first, premier degré, très 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 blanc, etc. Très 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 bourge, donc vraiment zéro surprise. Et alors résumer le combat politique sur le plan des idées, lol. Mais bon, bref. Bref, comme d'hab, je reprends. Je ne savais pas qu'un programme politique raciste, sexiste, homophobe et libéral était plus respectable si porté par une femme. Parfait. Alors vraiment, Irénée qui vient et qui met les petits tacles comme il faut, où il faut, quand il faut. C'est très bien. C'est très très bien. J'aime beaucoup cette personne. Vraiment, j'aime beaucoup cette personne. Oui, Tondelier, la con de toi. Fred, tu m'envoies Tondelier. Déjà, tu m'envoies Tondelier, c'est mal. Merci, mais non. Voilà. Merci, mais non. Vraiment. Nick. Bah, vous pouvez l'acheter aux éditions Divergentes. Voilà. Au-delà de ça, par contre, un autre truc me permet de mettre un petit tacle. C'est un truc que j'ai déjà soulevé quelques fois. Je vais boire un coup. Voilà, merci. De ce petit moment de pause que vous avez respecté, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Un truc qui me saoule un petit peu. Pourquoi quand on va tacler sur des politiciens qui se comportent comme des glands en ayant des moves nuls, comme par exemple apporter des fleurs à des flics en manifestation, comme si finalement c'était des copains, c'était des camarades, alors que non, ça ne le sera jamais. Ou des sorties comme là, on a avec Rousseau qui vient féliciter Pécresse. Pourquoi est-ce que c'est des meufs politiques qu'on met en avant ? Pourquoi systématiquement, quand on veut tacler des politiques qui se comportent comme des glands, on vient cibler les femmes politiques ? Parce que des hommes politiques qui se comportent comme des glands, il y en a à la pelle. Hein. Il y en a, mais alors, une quantité phénoménale. Hein. Et vraiment, je pense qu'il ne faut pas oublier que vous avez toujours quelqu'un d'autre qu'une personne qui est minorisée et qui subit au moins certaines oppressions à tacler quand vous venez tacler des moves de merde, hein, s'entend. On soit d'accord, je ne vais pas vous dire on doit défendre Sandrine Rousseau envers et contre tout, on doit faire qu'un seul camp, on se met derrière Sandrine Rousseau, c'est trop bien. Non, que dalle, hein, plutôt cané. Par contre, si vous voulez vous foutre de la gueule de gens qui se comportent comme des glands, je sais pas, aller tacler un AP Roussel. Enfin, je vous rappelle que Roussel existe. Déjà, c'est un sujet en tant que tel. Si vous voulez parler des points de vue éclatés au sol que peut sortir Roussel sur du féminisme éclaté, y a de quoi. Hein. Roussel, ça fait partie de ces gens qui, par exemple, voient d'un très bon œil qu'il y ait des politiciennes de droite réactionnaires et qui vont avoir les mêmes discours qu'une Sandrine Rousseau. Vous pouvez aller tacler du Montebourg, vous pouvez aller tacler, je sais pas moi, du Valls, vous pouvez aller tacler... Il y a tellement de gens, en fait, de mecs politiques que vous pouvez aller tacler pour montrer du sexisme nul, que faut pas forcément toujours focus sur des meufs qui font de la merde. Oui, effectivement, Tondelier, oui, effectivement, Rousseau, on fait de la merde, on en a déjà fait, on font probablement là maintenant tout de suite et on va probablement en refaire, c'est vrai. Mais en fait, ça leur est pas spécifique. Et en vrai, dans une société qui est patriarcale, je pense que avant de cibler les meufs politiciennes, ça serait bien de déjà cibler les mecs politiciens. Parce que, encore une fois, des mecs qui ont soi-disant
des combats féministes et qui se comportent comme des glands, on en a plein. Enfin, je sais pas, on peut penser à un Léon Desfontaines. Léon Desfontaines qui met en avant qu'il combat pour le féminisme, que c'est un allié des causes féministes et qui est juste un abolitionniste des travailleuses du sexe, par exemple, qui explique aussi que en fait, les femmes doivent surtout se taire et l'écouter puisqu'il est là pour porter leur parole. Donc vraiment dans l'invisibilisation et l'instrumentalisation totale des femmes. Donc genre vraiment des moves de gros sexistes de l'enfer. Hein. C'est un peu ironique venant d'un mec qui se prétend comme féministe, vous voyez. Y a quand même des choses à dire, quoi. Plus facilement, je trouve, c'est plus adapté que sur une meuf politicienne, quand bien même elle a ouvert sa bouche à un moment où elle aurait probablement dû la fermer. Je trouve que c'est plus pertinent. Et du coup, je me permets de faire une petite aparté pour le préciser. Voilà, par exemple, on vient de m'envoyer Julien Bayou, accusé de violence psychologique. L'enquête demandée par les écologistes close sans preuve de délit. Voilà, vous en avez des choses à dire sur les écologistes qui vous disent qu'il faut se centrer sur la cause féministe, etc. Et puis qui montrent par A plus B qu'en fait, ils en ont rien à péter. Ils en ont vraiment rien à péter. On peut tacler par exemple le féminisme blanc, on parle justement de Europe Écologie, les Verts, etc. Avec par exemple tout leur bagage conspi, tout leur bagage réactionnaire, tout leur bagage avec l'appel à la... c'est quoi déjà la féminité sacrée, etc. qui sont vraiment des valeurs extrêmement craignos et réactionnaires, très compatibles avec une essentialisation de la femme, généralement avec le fait qu'elle est là pour procréer, etc. Donc en fait des positions qui sont pas très très féministes. Il y a de quoi faire, vous voyez, plutôt que de venir cibler des meufs politiques qui sont des tâches, là, pour le coup. Je pense qu'il y a tellement de mecs qui sont des tâches et qui le montrent par A plus B à tellement de moments que, ça me semble pas mal. Oui, voilà, ça aussi. La feuille de route signée par les 200 mecs suite au procès pour les viols de Mazan. Hein, ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Merci d'avoir signé cette petite feuille de code de route. Merci, c'est trop sympa. Cool. Bref, anyway, je vais continuer le texte. La prochaine fois qu'un homme homosexuel se plaindra de la volonté de Pécresse de démarier les couples du même genre, on lui expliquera que quand même, il devrait respecter son parcours et se réjouir des digues qui sautent. Quelques semaines après, invité à l'émission La France dans les yeux sur BFM TV, face au journaliste Jean-Jacques Bourdin, accusé d'agression sexuelle, Valérie Pécresse déclare « Présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. La loi du silence, c'est fini. Je crois que lorsqu'une femme aux idées réactionnaires et ayant soutenu des hommes accusés de viol à plus d'une reprise fait ce genre de déclaration, il n'est pas compliqué de voir qu'il s'agit d'une instrumentalisation du féminisme à des fins électorales et qu'il n'y a rien ici dont nous ne devrions nous réjouir. » Mais Sandrine Rousseau n'est pas de cet avis. Comme elle le dira dans un tweet en réaction à ce passage télévisé de la candidate des Républicains, quelque chose se passe du côté de la lutte contre les violences sexuelles, quelque chose d'une révolution douce. Lol. Oh mon dieu. Fatigue, hein. Oh, la fatigue, hein. Je ne sais pas exactement ce qui me donne envie de m'éclater la tête contre la table. Ouais, voilà, je vois qu'Irénée et moi, nous partageons un certain sentiment commun très fort. Vraiment, la phrase est pile poil ce qu'il y avait dans ma tête. On aurait voulu le faire exprès, qu'on n'aurait pas réussi. La fulgurante et atterrante ascension de la droite dans les sondages électoraux ou le fait qu'une femme censée être de gauche et féministe puisse assimiler les manipulations d'une réactionnaire à une révolution douce. Dans un autre tweet de Sandrine Rousseau, toujours, qui semble décidée à nous régaler, la politicienne réagit à une image des membres de l'équipe de Valérie Pécresse, où seuls des hommes cisgenres blancs sont présents, en demandant si son équipe n'aurait pas besoin de déconstruction. À ce sujet, elle va même aller jusqu'à adresser une lettre ouverte à Pécresse, où elle lui demande à quel niveau elle se situe la parité et le partage du pouvoir. Un gouvernement formé par une candidate suprémaciste homophobe et dont le programme prévoit de continuer de casser les services publics et davantage de mesures sécuritaires, serait-il moins nocif s'il était paritaire ? En s'attardant sur cela, Sandrine Rousseau dit consciemment ou pas que nous pouvons trouver des terrains d'entente avec la candidate de droite, voire que son élection pourrait nous être bénéfique si elle répondait à certaines conditions, telles que la parité. Et ces réflexions
propres à un féminisme blanc et libéral ne peuvent bénéficier qu'à un nombre très restreint de femmes, au détriment des masses. Des masses de femmes, des personnes LGBTQIA+, des masses de personnes racisées, des masses de la classe travailleuse, pour qui cette élection serait catastrophique pour leurs conditions matérielles d'existence. Mais Sandrine Rousseau, et elle n'est pas la seule, nous parle de digues qui sautent, de révolution douce, de parité et de déconstruction. Elle a vraiment écrit ça? Bah oui. Alors, je sais pas de qui tu parles. Si tu parles de Sandrine Rousseau, qui est une catastrophe sur nom, oui, c'est pas nouveau. Mais encore une fois, comme tous les politiciens de manière générale. Le coup de se taper sur la tête, ah oui, Irénée a vraiment écrit ça. Littéralement, après le tweet cité, je ne sais pas exactement, ce qui me donne envie de m'éclater la tête contre la table. 2 points. La fulgurante et altérante ascension, etc. etc. Oui, c'est littéralement ce qui est écrit dans le texte. Et je trouve ça excellent. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai aussi, quoi. Enfin, de toute façon, vous avez vu, j'ai fait un arrêt en mode envie de scanner et tout. Je reprends la lecture et j'ai cette phrase et je suis là en mode oui, clairement, oui. Très 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 puissant, tout à fait ça, oui, en effet. Genre vraiment, nous partageons le même sentiment en retour, hein. Oui. Ouais. Je reprends. Dans le livre Féminisme pour les 99%, un manifeste, Paris, la découverte 2019, coécrit par Cynthia Arouza, Titi Bhattacharya et Nancy Fraser, les autrices affirment à propos de Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook. Sandberg et ses semblables voient le féminisme comme un auxiliaire du capitalisme. Elles veulent un monde dans lequel la gestion de l'exploitation du travail et de l'oppression dans l'ensemble de la société serait partagée de façon égalitaire entre les hommes et les femmes de la classe dirigeante. Autrement dit, elles réclament une égalité des chances de dominer. Les gens, au nom du féminisme, devraient être reconnaissants que ce soit une femme, et non un homme, qui démantèle leurs syndicats, ordonne à un drone de tuer leurs parents ou enferme leur enfant dans une cage à la frontière. Parfait. C'est excellent, et c'est tout ce que j'ai à reprocher effectivement au féminisme blanc. Je ne dirai pas mieux, encore une fois, le texte est très bien. Une citation qui résonne avec le témoignage de Bell Hooks sur son expérience au sein du mouvement féministe états-unien dans les années 70. Toutes les femmes étaient encouragées à considérer les acquis économiques des femmes aisées comme un signe positif pour toutes les femmes. Cependant, ces acquis changeaient en réalité très peu le sort des femmes pauvres et de la classe ouvrière. Pour qu'une femme accède au pouvoir, il faut qu'il y en ait d'autres, une immense majorité, qui continue de subir le poids de l'oppression. Réformer le système, ça n'est pas abolir le patriarcat, c'est simplement changer le visage de l'oppresseur. Mais celui des personnes opprimées, lui, reste le même. Dans le même livre, Bell Hooks explique aussi. Un conflit est apparu entre la vision réformiste de la libération des femmes, qui exigeait simplement des droits égaux pour les femmes au sein de la structure de classe actuelle, et des visions plus radicales, voire révolutionnaires, qui demandaient un changement fondamental de cette structure, afin que les formes de mutualité et d'égalité puissent remplacer les anciens paradigmes. Faut pas oublier que l'une des premières luttes des féministes blanches, c'était d'avoir le droit, comme les hommes, de posséder des esclaves. Effectivement, encore une fois, c'est d'autant plus ironique qu'aujourd'hui, les féministes blanches sont les premières à venir vous dire « Oui, mais il faut être plus inclusif. Oui, mais il faut voir l'intersectionnalité, etc. » Alors que littéralement, leur premier combat, c'était d'invisibiliser les femmes noires, en fait. De pouvoir avoir le droit d'exploiter au même titre que les autres. Et vraiment, c'est un très gros problème. C'est un très 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 gros problème de ne pas voir que le féminisme blanc est vraiment pas quelque chose de bien à tellement de niveaux. C'est vraiment un truc où ça donne envie de canner. Voilà. C'est un truc qui donne envie de canner. Donc moi, ça me tue toujours. Mais oui, c'est typiquement le féminisme blanc dans toute sa splendeur. Et aujourd'hui, il n'a pas beaucoup plus évolué. Aujourd'hui, on est toujours sur les mêmes situations. Quand vous avez un féminisme blanc qui est juste là pour vous dire, en gros, c'est cool, vous avez une femme patronne. Ah ok, on n'est plus en esclavage, on est toujours dans un système d'exploitation. Et du coup, le seul truc qu'on nous demande avec le féminisme blanc, en fait, c'est d'avoir le droit pour les bourgeoises d'avoir les mêmes positions que les bourgeois. Ok, cool.
cool, mais en fait, on s'en bat les reins. Vraiment. C'est... Voilà. Flemme. 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 Je reprends. Hop. Ah, j'en profite aussi pour m'étirer un petit peu. Pas que j'ai mal partout, mais un peu. Mais la critique du féminisme bourgeois et libéral, la défense d'un féminisme social et révolutionnaire, c'est loin d'être nouvelle. Lors d'une conférence en 1908, travailleuse dans la société contemporaine, Alexandra Kollontai, révolutionnaire russe évoquée plus haut, affirmait: la question des femmes, selon les féministes, est une question de droit et de justice. Selon les femmes prolétaires, la question des femmes est une question de bout de pain pour manger. Le réveil de la femme, le développement de ses besoins et revendications spécifiques ne viendra qu'au fur et à mesure qu'elle rejoint l'armée de la population salariée libre. Il n'y a pas de question femme indépendante. La question des femmes a surgi comme un élément intégré dans le problème social de notre époque. La libération de la femme en tant que membre de la société, travailleuse, individu, épouse, mère est donc possible uniquement en même temps que la solution de la question sociale générale et avec la transformation fondamentale de l'ordre social actuel. Clara Zetkin défend une position similaire en Allemagne en 1899. Tandis que le mouvement des femmes prolétaires est contraint de mener en premier lieu la lutte des classes contre l'ordre social capitaliste, le mouvement des femmes bourgeoises doit mener une lutte contre les privilèges sociaux et la domination sociale du sexe masculin. Car c'est l'asservissement social du sexe féminin qui empêche les femmes bourgeoises de s'émanciper et de vivre leur vie. La femme prolétaire, en revanche, ne peut pas être une personne humaine libre à cause de la domination de la classe bourgeoise, de l'exploitation, de la subordination sociale qui pèse sur la classe ouvrière. Elle n'obtiendra par sa libération sociale comme la femme bourgeoise, en luttant avec elle contre l'homme de sa classe. Elle la conquérera plutôt en luttant avec l'homme de sa classe contre la société dite bourgeoise, qui contient aussi la majorité des dames de la bourgeoisie. Je suis pas seulement de l'avis qu'il ne faut pas être avec le féminisme libéral. Je suis aussi d'avis qu'il faut se positionner contre. Un féminisme qui défend les intérêts économiques des femmes bourgeoises, et non seulement pour le maintien, voire le renforcement du système capitaliste, mais il est aussi contre les femmes pauvres, et donc souvent racisées. Dans l'essai Féminisme Washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes, Paris, Seuil, 2021, la journaliste Léa Lejeune explique: Publicis est aussi l'architecte d'un événement select surnommé le Davos des femmes, le Women's Forum. Un passage obligé pour les femmes d'affaires, entrepreneuses et patronnes de start-up qui écoutent des débats et réseautent entre deux dégustations de verrine. À quelques mètres des planches à Deauville, il convie des invités de premier plan comme Emmanuel Macron, la présidente de la Banque Centrale Européenne, BCE, Christine Lagarde, et même Eva Longoria, actrice américaine appréciée pour son rôle dans Desperate Housewives. Pour entrer au Women's Forum, il faut débourser la modique somme de 900 €, typique du féminisme pour 1%. En 2021, le Women's Forum s'est déroulé à Paris entre le 15 et 19 novembre. Le 15 novembre, le forum s'ouvrait avec la table ronde Business for Climate Justice, Driving a Green Transition for All. Les organisatoristes de l'événement ont trouvé tout à fait normal que le panel soit composé de femmes comme Nathalie Jobert, responsable adjointe RSE de BNP Paribas, une des plus grandes banques du monde et la banque française qui finance le plus les énergies fossiles, avec près de 52 milliards d'euros entre 2009 et 2014. Je ne suis pas certaine que laisser un des plus gros pollueurs du monde donner des leçons d'écologie soit pertinent. On a rarement éteint des feux en les arrosant avec de l'essence. Olivia Conil Lacoste de chez Bouygues Immobilier ou Bonnie Lull de chez Microsoft y était également invitée. Waouh, c'est trop bien, vous avez vu le féminisme? On a le droit d'avoir des patronnes. Ouais. Donc du coup, vous comprenez peut-être un peu plus facilement, pour celles qui n'avaient pas encore bien capté, pourquoi est-ce que je crache aussi régulièrement sur le féminisme blanc, pourquoi est-ce que je crache autant en fait sur globalement tout ce qui est les institutions de pouvoir qui sont répétées en fait sous des prétextes de féminisme, mais qui sont toujours que pour la classe bourgeoise, qui est très largement des femmes cis, blanches, hétéros, valides, etc. quoi. Enfin, systématiquement, on refait toujours la même popote. Et du coup, puisqu'on refait toujours la même popote, on a toujours les mêmes problèmes derrière, quoi.
Genre vraiment, premier degré, ça peut pas changer, ça peut pas produire autre chose. C'est juste pas possible. Et vraiment, ça me fait canner de voir qu'il y a des gens qui ne voient pas le problème, qui premier degré se disent très bien, vraiment très très cool. Genre non, en fait, bien sûr que non. C'est vraiment un très très gros problème. Enfin, je reprends. Les féministes libérales adoptent aussi une position qui est réformiste, visant à modifier superficiellement la société, au lieu de vouloir changer complètement sa structure, dans une démarche révolutionnaire. Pourtant, en défendant le système capitaliste, elles ne se positionnent pas du côté des personnes sexisées, mais bien de celui des hommes de leur classe. Elles ne veulent pas renverser le rapport de domination, mais bien accéder, elles, au pouvoir. Dans son livre, Marie-Hélène Dumas explique que Sylvia Pankhurst... Et il y a une citation, parce que... Oui, d'accord, non, c'est normal. Donc, explique que Sylvia Pankhurst, citation, pense que les suffragettes qui défendent un mode censitaire d'accession au suffrage ont plus en commun avec les hommes de leur classe sociale qu'avec les femmes des classes laborieuses. Elle croit que la question de l'égalité des salaires est aussi importante que celle du vote, que féminisme et socialisme ont été, sont et seront toujours indissociables. Elle sait que la source d'inégalité s'imbrique les unes dans les autres, qu'elles se nourrissent les unes des autres. Les féministes libérales ne défendent pas les femmes, elles défendent la classe bourgeoise. On ne peut guère prétendre lutter contre le patriarcat en luttant pour une féminisation du capitalisme. À titre personnel, j'aimerais que l'on passe moins de temps à nous demander comment faire rentrer plus de femmes dans le monde des startups et qu'on en passe un peu plus à réfléchir à la manière dont on va organiser la répartition des richesses, la réappropriation populaire des ressources, des moyens de production, ainsi que l'expropriation des bourgeois détenant la grande majorité de l'immobilier et du foncier. Oui. Vraiment, Irénée, elle écrit très bien. C'est une personne qui écrit très très bien. J'aime beaucoup sa manière d'écrire et sa manière de penser. Nous sommes très raccords. À croire que potentiellement, quand on est des personnes anarchistes radicales, étonnamment, on a des points sur lesquels, on se rapproche. Étonnant. Surprise, mais en fait, non. Pas surprise. Ah là là, vraiment, hein. Vraiment, hein. Surprise, mais pas surprise, hein. C'est très bien, hein. C'est très 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 bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah là là, ça fait du bien. J'aime beaucoup. Faut continuer comme ça. Ne vous arrêtez pas. Ceci dit, je vois le marqueur de VOD, je vois le compteur, je suis à 1h et 2 minutes et 28 secondes. Or, je vais avoir le marqueur de VOD qui va tomber, du coup, d'ici quelques minutes. Je vais m'arrêter là pour cette VOD, avant de entamer une nouvelle partie, parce qu'on arrive sur une nouvelle partie, du coup. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu apprécies cette lecture de sciences humaines et sociales, que tu la trouves pertinente, que tu la trouves adéquate. Moi, encore une fois, je trouve ça très bien. Vraiment, je trouve ça très 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 bien. Je trouve que c'est vraiment quali. Ça fait du bien de lire une lecture qui, enfin, sort un peu autre chose que des platitudes ou des demi-vérités ou des discours carrément en réactance, bourgeois, etc. Ça fait du bien. Vraiment, premier degré, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, c'est cool. C'est très cool. Petite fougère de YouTube, des bisous et à très bientôt pour la suite de la lecture. Ciao, ciao, ciao.